Allô? Ouais, salut Stéphane. Dis donc, je pensais à notre Salut. prochaine vidéo sur les probabilités. Faudrait peut-être qu'on s'y mette. C'est toi qui t'y colle? Ouais, en fait, j'allais te laisser faire parce que je suis un petit peu occupé. Ah, euh, Ouais, bon, écoute, je te propose qu'on laisse le hasard décider. On joue ça au dé, on lance un dé 50 fois chacun, celui qui fait le plus de nombreux paires gagné. ouais, ok. Allez, on fait ça. Yes! Oh non. Et toi, 42 nombres pairs en 50 lancés? Non mais fais croire ça à d'autres, franchement. Je te dis pas que c'est impossible, mais c'est très peu probable. Ton dé est truqué, c'est sûr. Il m'a démasqué. Vous avez peut-être l'impression que ce qui vient de se passer avec Stéphane ne relève que d'une certaine forme de chance, ou de malchance d'ailleurs. Mais c'est sans compter sur la théorie des probabilités. Allez, je vous explique, on fait des maths. Vous l'avez déjà évoqué au collège, donner la probabilité d'un événement, c'est simplement mesurer les chances qu'il a de se produire sur une échelle de 0 à 1. 0 correspond à la probabilité d'un événement impossible, et 1 correspond à la probabilité d'un événement certain. Probabilité, événement, avant tout, fixons avec un peu plus de précision le vocabulaire et les notations dont nous aurons besoin. Chaque lancer de dés est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. On connaît tous les résultats possibles, et on parlera d'issue, mais on ne peut pas prédire avec certitude lequel se réalisera. Ici, lorsque le joueur lance son dé et observe la face obtenue, les issues possibles sont simplement 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On note ça entre accolades et on parle d'univers de l'expérience. On le note souvent oméga. L'ensemble des issues favorables pour gagner notre jeu est donc l'ensemble A, constitué des issues 2, 4, 6. A est ce qu'on appelle un événement. Si un événement est constitué d'un seul élément, on appelle ça un événement élémentaire. Par exemple, obtenir 6. Voyons maintenant ce qu'on appelle modéliser une expérience aléatoire. Je vous propose une petite expérience pour éclairer tout cela et bien comprendre ce qu'est un modèle. Je vais prendre mon dé et je vais le lancer un grand nombre de fois, disons 1000. J'obtiens alors ce qu'on appelle un échantillon de taille 1000. Et sur cet échantillon, je peux observer la fréquence d'apparition, c'est-à-dire la proportion, de chacune des faces. Alors bien sûr, si je recommence sur un autre échantillon, les fréquences peuvent être différentes. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Mais elles seraient finalement assez proches, dans un mouchoir de poche. Et ça, on le doit à Jacques Bernoulli, qui a été l'un des premiers à énoncer ce que l'on appelle la loi des grands nombres. Lorsque l'échantillon est de grande taille, sauf exception, la fréquence observée est proche de la probabilité. Oui, plus la taille de l'échantillon augmente, plus la fréquence d'apparition d'une même issue aurait tendance à se stabiliser autour d'une valeur, la probabilité de cette issue. Ainsi, si je prends mon dé et que je le lance un grand nombre de fois, je vais pouvoir me faire une idée des probabilités pour l'obtention de chacune des faces. Et Stéphane va faire la même chose avec son dé. C'est parti. Tiens, c'est curieux Adrien, la distribution de tes fréquences semble plutôt équilibrée, alors que les miennes sont très différentes. Bah oui, ça se voit tout de suite qu'un des dés est truqué, non? Je suis sûr que vous savez repérer lequel au premier coup d'œil. Honnêtement Stéphane, je t'ai proposé ce test pour te faire plaisir, mais j'aurais pu m'en passer. Puisque je sais que mon dé n'est pas truqué, je n'ai a priori aucune raison de penser que l'une des faces va tomber plus souvent que l'autre, d'où d'ailleurs le quasi-équilibre des fréquences. Il paraît donc intuitif et raisonnable de proposer pour mon dé le modèle suivant. J'ai au total 6 faces, chacune avec une même probabilité, une chance sur 6, un sixième. Je peux remarquer d'ailleurs que la somme fait bien 1, comme la somme des fréquences. C'est ce qu'on appelle le modèle équiprobable. On dit qu'on est en situation d'équiprobabilité. Dans mon cas, il n'y a pas équiprobabilité. Mon dé était truqué. Pour définir un modèle, je peux alors me baser sur l'observation statistique. C'est la loi des grands nombres qui dit ça. Je vous propose le modèle suivant et vous laisse comparer avec la réalité. Ce modèle semble pertinent, non? Vous l'aurez compris, modéliser, c'est trouver une distribution de probabilités, c'est-à-dire une liste de nombres dont la somme fait 1, et qui représente au mieux la réalité de l'expérience aléatoire. Et même si les univers sont identiques dans le cas de mon dé et dans celui de Stéphane, le choix du modèle est finalement différent. Nous voilà donc en mesure de calculer la probabilité d'un événement. Si on me demandait pour mon échantillon la fréquence d'apparition des nombres pairs, je calculerais la somme des fréquences d'apparition de 2, de 4 et de 6. Or, les probabilités, qui sont en quelque sorte des fréquences idéalisées,
hérite des propriétés et des fréquences. Donc, je procède de la même façon pour calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair. Je fais la somme des probabilités des issues 2, 4 et 6. J'obtiens 0,8, 4/5, ce qui n'est pas loin de mes 42 lancers pairs sur 50 obtenus au début de cette vidéo. Cette façon de faire est générale et permet de calculer la probabilité de n'importe quel événement dès que l'on connaît la probabilité de chacune des issues. C'est pour ça qu'il est si important de connaître la loi de probabilité d'une expérience aléatoire. Dans mon cas aussi, bien sûr, je peux faire comme Stéphane et additionner la probabilité des issues. Mais puisqu'ici toutes les probabilités sont identiques, je remarque que cela revient à additionner 1/6 autant de fois qu'il y a d'issues dans l'événement A. J'obtiens au final 3/6, une chance sur 2 pour obtenir un nombre pair. Je remarque surtout que le 3 correspond au nombre d'issues dans l'événement A et le 6 correspond au nombre total d'issues. Et bien cette remarque je peux la généraliser et retenir la formule suivante qui me permet en situation d'équiprobabilité de calculer la probabilité d'un événement A. Il suffira simplement de diviser le nombre total d'issues dans A par le nombre total d'issues dans l'univers. Calculer une probabilité revient donc ici à un problème de dénombrement. C'est quand même plus pratique quand on est équiprobabilité. Adrien, à quoi peut-on reconnaître une situation d'équiprobabilité? Petit tuto pour reconnaître une situation d'équiprobabilité. Le plus souvent, il suffit simplement de repérer certains mots-clés dans l'énoncé de votre exercice. Par exemple, le dé est non truqué. On choisit au hasard. La pièce est bien équilibrée. Ou encore, les boules sont indiscernables au toucher. Attention cependant, l'équiprobabilité peut dépendre aussi de l'univers choisi. Par exemple ici, si je m'intéresse au numéro porté par les boules, les issues 1, 2, 3, 4 et 5 ont bien la même probabilité. Par contre, si je m'intéresse aux couleurs, les issues vert et rouge ne sont pas équiprobables. C'est le moment de vérifier vos acquis. Voici une première question flash. Alors l'univers est l'ensemble des 32 cartes, les issues sont équiprobables, l'événement tirer un trèfle est constitué de 8 issues, donc la probabilité de l'événement tirer un trèfle est 8 sur 32, une chance sur 4. Une deuxième question flash. Le modèle 1, modèle équiprobable, ne correspond pas à la situation car les secteurs colorés n'ont pas tous le même angle. Le modèle 2 convient, chaque probabilité proposée est proportionnelle à l'angle du secteur correspondant. Au passage, je vous invite à chercher l'étymologie du mot fortune. Vous verrez, c'est intéressant. Après cette introduction un peu théorique, passons à la pratique. Je vous propose ici quelques exemples où l'on va calculer des probabilités à l'aide de représentations adaptées. Voici pour commencer un grand classique. On dispose d'une pièce non truquée, bien équilibrée, on la lance 3 fois de suite. On gagne si on obtient 3 fois le même résultat, 3 fois pile ou 3 fois face. Quelle est la probabilité de gagner à ce jeu? Vous avez répondu une chance sur 6, une chance sur 2, c'est pas ça. Dans ce type de situation, quand on réalise une même expérience plusieurs fois de suite, on utilise un arbre de choix. Cela permet de lister facilement, sans en oublier, toutes les issues et donc de pouvoir les dénombrer. Voici donc la liste des issues possibles, c'est-à-dire l'univers. On gagne lorsqu'on a 3 fois le même côté de la pièce qui apparaît, pile 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 ou face face face. Ainsi, puisque dans notre expérience on est en situation d'équiprobabilité, la probabilité de gagner est donc de 2 sur 8, c'est-à-dire un quart. Alors on peut se poser une autre question, par exemple on peut se demander quelle est la probabilité de perdre à notre jeu. Perdre, c'est ne pas avoir 3 résultats identiques. C'est ce qu'on appelle l'événement contraire de A, on le note A bar. Il y a maintenant 2 manières de procéder. On peut par exemple dénombrer les issues qui font partie de A bar. C'est simple, ce sont toutes celles qui sont dans oméga, l'univers, mais pas dans A. A bar est donc constitué de 6 issues, et donc la probabilité de A bar est de 6 sur 8, c'est-à-dire 3 quarts. On peut également procéder en utilisant la propriété P de A bar égale 1 moins P de A. On retrouve évidemment le même résultat. Cette propriété provient du fait que la probabilité de l'univers tout entier vaut 1 et que lorsque j'enlève la probabilité de A, il me reste la probabilité de A bar.
Voici donc un deuxième exemple. Au début d'une partie d'un jeu de plateau, un joueur dispose de 32 figurines, lesquelles elles-mêmes disposent d'accessoires. On va d'ailleurs distinguer deux types d'événements, le chevalier a une épée, ou alors le chevalier a un bouclier. Et puisqu'il y a deux événements, il va être pratique de représenter la situation par un tableau à double entrée, dans lequel je vais pouvoir compléter les effectifs. Au total, on a 32 chevaliers, je sais que 18 ont une épée, je peux donc déduire aussi le nombre de chevaliers qui n'en ont pas. 11 chevaliers ont un bouclier, et donc 21 n'en ont pas. Et je sais aussi que 8 chevaliers n'ont ni épée, ni bouclier. Ça me permet de déduire finalement tous les effectifs. Mon tableau est complété. On choisit maintenant une figurine au hasard. On est donc bien en situation d'équiprobabilité. Et on se pose la question suivante. Quelle est la probabilité que le chevalier dispose d'une épée et d'un bouclier ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intersection des événements E et B. Et on note ça, E inter B. Pour calculer la probabilité de E inter B, il suffit d'aller compter les chevaliers qui se trouvent à l'intersection de la ligne E et de la colonne B. Ici, il y en a 5. La probabilité est donc 5 sur 32. Autre question possible, calculer la probabilité que le chevalier dispose d'une épée ou d'un bouclier. Et quand on dit ou en mathématiques, cela signifie l'un ou l'autre ou les deux. C'est ce qu'on appelle la réunion ici de l'événement E et B. On va noter ça U comme union. Si je souhaite calculer la probabilité de cet événement, je peux simplement dénombrer les chevaliers qui disposent d'une épée ou d'un bouclier, ou donc des deux. Ici j'en ai 24, donc probabilité de 24 sur 32. Deuxième méthode possible, appliquer la formule suivante, valable pour tout événement A et tout événement B. Cette propriété peut se visualiser facilement. J'ai ici deux pièces qui représentent l'événement A et l'événement B. Et je m'intéresse à la probabilité de A plus la probabilité de B. Pour simplifier, vous pouvez remplacer probabilité par R, cela fonctionne de la même façon. Ainsi, l'aire verte plus l'aire orange est bien égale, si je réordonne les pièces du puzzle autrement, à l'aire de la réunion de A et de B, plus l'aire de leur intersection. Dit autrement, P de A plus P de B égale P de A union B plus P de A inter B. Voyons un petit peu ce que ça donne sur notre exemple. Si je souhaite calculer P de E union B, je vais compter tous les chevaliers qui ont une épée, ici 18. Je vais aussi compter les chevaliers qui ont un bouclier, 11. Mais attention, en faisant ça, je compte deux fois les chevaliers qui disposent des deux accessoires. Je retire donc la probabilité de E inter B. Et je retrouve bien sûr 24 sur 32. Voici une dernière question flash. Il y a au total 12 trajets possibles. Vous aviez trouvé ? N'oubliez pas que la fourmi peut revenir sur ses pas. Concluons ce cours comme nous l'avons commencé, par un jeu de dés. Laissez-moi vous raconter l'histoire suivante. Tout se passe à Florence, vers 1620, époque à laquelle la théorie des probabilités en est à peine à ses prémices. À l'époque, les jeux de dés sont en vogue à la cour du duché de Florence, dont un qui consiste à lancer 3 dés non truqués et à observer la somme obtenue. Le grand-duc de Toscane en est amateur, mais il s'étonne du phénomène suivant. Il remarque que la somme 10 a tendance à sortir plus fréquemment que la somme 9, ce qui lui semble paradoxal, car il y a autant de façons de décomposer 10 que 9, avec 3 dés. Il soumet le problème à Galilée, illustre mathématicien italien, alors installé dans la ville voisine de Pise. Galilée lui répond. Bien que le 9 et le 10 se composent en autant de façons, si bien qu'ils devraient être considérés comme ayant la même fréquence, on voit néanmoins que la longue observation a fait que les joueurs estiment plus avantageux le 10 que le 9. La longue observation, cela signifie que pour confirmer l'impression du duc, Galilée va devoir lancer son dé un grand nombre de fois, 1000 ou même 10 000. Quoi ? Lancer un dé 10 000 fois ? À la main ? Y a pas d'autre moyen de faire ça à ton époque ? De nos jours, plutôt que de lancer les dés à la main un grand nombre de fois, on peut recourir à une simulation informatique de l'expérience.
Voici par exemple un programme écrit en langage Python. La fonction SUMD permet de simuler le lancer de 3D et renvoie la somme obtenue. Et la fonction jeu de n simule n parties où n est un nombre fixé par l'utilisateur et renvoie la fréquence d'apparition du 9 et du 10 sur ces n parties. Au regard des résultats, on peut effectivement penser que la probabilité de faire 10 est sensiblement plus élevée que celle de faire 9. Galilée alla même plus loin et sut démontrer ce phénomène au duc. Et vous, saurez-vous y arriver? Pensez par exemple à faire un arbre des possibles. Votre impression avant ce cours était peut-être de croire que le hasard, de par son caractère incertain et imprévisible, n'avait pas grand-chose à voir avec la mathématique, réputée au contraire pour sa rigueur et son exactitude. Mais vous l'aurez compris, je l'espère, qu'un phénomène soit aléatoire ne signifie pas qu'on ne peut en avoir une certaine connaissance. Et même s'il est vrai que la question du hasard a longtemps manqué de crédit aux yeux des mathématiciens eux-mêmes, ils s'en emparèrent finalement vers le XVIIe siècle. Et des esprits géniaux de Galilée, Pascal, Fermat, Bernoulli ou encore Kolmogorov germa la théorie des probabilités. Les grands penseurs avaient compris que le hasard pouvait suivre des règles, des lois, et si l'on ne peut le prévoir, on peut le mesurer. Et comme dirait Blaise Pascal, je vous laisse sur ces pensées. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut Adrien. Salut Stéphane. Et n'oubliez pas, on fait des maths.